Bonjour à tous. Nous sommes jeudi 4 juillet. Je vais parler d'un sujet relativement difficile qui risque de me poser certains problèmes, mais il y a un moment où il faut donner un coup de pied dans la fourmilière. Alors, je vais parler au niveau national, au niveau de la région, pour ensuite terminer sur une ville que je connais bien qui s'appelle Saint-Priest en banlieue lyonnaise. Vous allez comprendre. Au niveau national, il semblerait qu'une information judiciaire est ouverte depuis le 29 avril 2016 concernant des soupçons de blanchiment de fraude fiscale visant de l'argent caché en Suisse par l'ancien Premier ministre Raymond Barre, dont auraient hérité ses enfants. Nous avons appris ça mardi, je crois, de sources judiciaires. C'est un signalement à la Direction générale des finances publiques et c'est le Canard enchaîné qui a révélé l'information. Bon. C'est une copie d'écran en 2013 qui a été envoyée au fisc et l'argent se trouvait au Crédit Suisse. Numéro de compte, le nom de Raymond Barre et 11 millions de francs suisses. Bon. Ce qui fait à peu près l'équivalent de 7 millions d'euros au moment du décès de Raymond Barre en 2007. Le Canard enchaîné affirme que les fils de l'ex-maire de Lyon ont depuis payé près d'1 million d'euros pour régulariser leur situation fiscale, dont acte. Alors, oui et non. Ces révélations sur la fortune dissimulée de Raymond Barre sont un peu lâches, car déjà elles sont formulées hypocritement au conditionnel, ce qui est soit on en dit trop, soit on n'en dit pas assez. Et puis bon, on s'attaque à une personne qui est décédée et on vient 12 ans après son décès. Bon, si vraiment elle était coupable, il fallait s'intéresser à son cas du temps de son vivant pour avoir le maximum d'explications. Mais bon, c'est comme si on vous dirait que François Mitterrand avait une fille cachée. Ah, c'est vrai qu'on le sait, hein. Ouais, c'est vrai. Ouais. D'ailleurs, on l'a su au bout de 10 ans et certainement quelques personnes décédées qui étaient trop bavardes. Tiens, ça me fait penser, pourquoi j'ai une fulgurance? Jean Edernalier, c'est ça, ce monsieur qui était tombé malencontreusement de son vélo? Bon, je vais encore dire une fake news, donc... Bah. C'est vrai qu'on a tendance un petit peu à ressortir... comment dire, du réchauffé, et puis on ne s'intéresse pas trop aux personnes vivantes. Je ne sais pas, moi, par exemple, sur Lyon, Gérard Collomb, il a fait beaucoup de choses en 30 ans, et puis ça a profité à l'Olympique Lyonnais, on a tout fait pour avoir un joli stade, aux sociétés d'organisation, à des constructeurs de TP. Ouais. Plus on fait de béton, plus ça fait du chiffre d'affaires. Enfin bon. Mais c'est vrai que Gérard Collomb contrôle beaucoup de choses et bon, c'est difficile de s'attaquer à des gens qui sont en place et qui en plus ont été ministres de l'Intérieur. Bon, je vous le dis tout de suite, le but de cette vidéo n'est pas de remuer la fange, cette boue liquide et sale qui envahit notre démocratie depuis bien trop longtemps et qui a commencé à salir Raymond Barre. J'attendrai donc les conclusions de la justice de mon pays, et cela même si j'ai parfois l'impression, même trop souvent, que la vérité révélée n'est pas complète et certains faits sont dissimulés. Il n'y a qu'à voir la récente affaire Benalla. D'ailleurs, on apprenait récemment, et là on se pose quand même des questions, qu'un SDF qui avait volé pour 5 € dans une supérette, bon, c'était la 3e fois, hein. Il avait faim, s'est trouvé condamné à 6 mois de prison ferme. Bien entendu, et c'est un petit peu le but de cette vidéo, tous les notables politiques pris la main dans le pot de confiture s'en sortent avec des aménagements de peine, des sursis, des bracelets électroniques, quand c'est pas une affaire classée parce que trop vieille. Donc c'est mon sujet, la casse de l'entre-soi. Ils se protègent entre eux, à droite comme à gauche. Voyez Cahuzac, voyez Christine Lagarde. Ah oui, oui, rappelez-vous. À l'époque, la Cour de justice de la République estimait que l'ancienne ministre de l'économie avait été négligente en n'ordonnant pas de recours dans l'affaire de l'arbitrage Tapi-Adidas.
Le Fonds monétaire international lui avait renouvelé sa confiance, mais elle a quand même été reconnue coupable en décembre 2016 par la Cour de justice de la République, car ses négligences avaient permis un détournement de fonds de 403 millions d'euros dans le cadre d'une procédure d'arbitrage truquée. Mais reconnue coupable, la prévenue a été dispensée de peine, tout comme en son temps le secrétaire d'État à la Santé, Edmond Hervé, dans le dossier du sang contaminé par le virus du sida. Vous voyez, ça... Mais bon, ce sont des pratiques régulières dans tous les partis. D'ailleurs, j'ouvre une parenthèse. On a nommé Christine Lagarde à la Banque Centrale Européenne, mais elle n'est pas banquière ni économiste. Elle est juriste. Mais on nous dit qu'elle est consensuelle. Je ne sais pas, une juriste. Mais bon, de toute façon, si c'est pour obéir à des ordres supérieurs, l'essentiel, c'est d'avoir un bon petit soldat qui fait ce qu'on lui dit, en fin de compte. Elle n'a pas d'initiative à prendre. Enfin, c'est comme ça que je le prends. Bien. Savez-vous qu'un député a été entendu le 29 mai dernier par les enquêteurs de l'Office central de lutte contre la corruption? C'est Marianne qui nous disait ça. Parce que ce député a saisi le parquet à propos de la vente des activités d'énergie d'Alstom à General Electric sur la fusion Technip et également sur la fusion Technip-FMC. Ces opérations ont été autorisées par le ministre des Finances de François Hollande, un certain Emmanuel Macron. Il y a eu 2 gros coups là. 2 gros coups, en fin de compte, c'est plutôt des boîtes américaines qui ont pris complètement le contrôle. Et en droit, c'est le député qui le dit, en droit, c'est donc... c'est complètement étrange. D'après les courriels des Macron Leaks, plusieurs des soutiens de la campagne présidentielle de Macron feraient partie des bénéficiaires de ces opérations de rachat des entreprises françaises. Donc, quelque part, notre député, qui est LR, s'interroge sur l'existence d'un pacte de corruption. En droit, des dons, même réalisés sous une forme légale, pourraient constituer un pacte de corruption ou une prise illégale d'intérêt. Il est en particulier difficile de savoir si Emmanuel Macron a profité de sa position à l'Élysée ou à Bercy pour obtenir des soutiens politiques, médiatiques ou financiers importants pour sa campagne. Mais il ne semble pas absurde de s'interroger sur ce possible pacte de corruption, tant la bande d'Alstom apparaît, pour ce que l'on en sait, vraiment contraire à l'intérêt national. Donc certains soupçons pèsent sur le chef de l'État. Mais cela fait des décennies que la plupart des Français doutent fortement que nos représentants, et j'y viens tout doucement, soient dévoués au bien commun. Les politiques mises en place au bas mot depuis les années 70, par des gens qui sont quand même relativement intelligents, sont souvent contraires à l'intérêt national. Elles sont certainement au service d'intérêts obscurs. Bien. Donc, toutes les politiques mises en place qui nous emmènent à des catastrophes, on peut se poser la question, vraiment, le pourquoi du comment et à qui cela a profité. Bien, je vais maintenant vous parler d'un parti. Alors, n'y voyez aucune. J'ai 2-3 exemples concernant ce parti. Il y a d'autres partis aussi. Je ne fais pas une fixation. On est d'accord Je vais vous parler d'un parti qui se voulait quand même l'émanation du peuple et qui, quelque part, est tombé dans les mêmes travers que ceux qu'il prétend combattre. Je vais vous parler du Rassemblement national, et ceci sans aucune animosité envers les militants et les cadres de ce parti. Bien, mais j'ai plusieurs exemples qui s'imposent à moi. Voilà. C'est quand même bizarre que ceux qui dénoncent les malversations des autres partis, les partis qui ont gouverné la France, ne s'interrogent jamais sur le fonctionnement interne de leur parti à eux. Dénoncer le fonctionnement élitiste de certains partis de gouvernement, c'est bien, mais il faut aussi balayer devant sa porte. Il faut arrêter cet entre-soi accompagné de parachutage, des copains, des coquins. Il convient d'être à l'écoute des sympathisants et des encartés qui, souvent, ont fait leurs preuves sur le terrain. Beaucoup de militants sincères et certains cadres sont las et ne croient plus au fonctionnement démocratique de leur parti.
Ceci est une généralité valable pour tous les partis. Et on s'aperçoit qu'il y a quand même une crise et que vous avez de moins en moins de militants, de gens prêts à passer des soirées, à coller des affiches ou même à constituer des listes pour les municipales. Et vous apercevrez dans les mois qui suivent que même des grands partis ont du mal à présenter des listes alors que ce sont des gros sur l'échiquier politique. Donc moi je suis en contact avec beaucoup de patriotes qui en ont pu se casser et qui souhaitent constituer des listes d'union apolitiques pour les municipales, sans l'intervention des états-majors parisiens qui vont décréter qu'il faut mettre telle ou telle personne parce qu'il y a des affinités ou du copinage. Maintenant, je vais vous parler d'une commune que je connais bien qui s'appelle Saint-Priest, 45 800 habitants. Aux européennes, le Rassemblement national a fait le premier score, 25,23% des suffrages exprimés. Il y a moins de 2 mois. J'ai été averti par un patriote, M. Pozzi, un ancien candidat, que la tête de liste du parti Rassemblement national dans cette commune était absente du conseil municipal depuis novembre, car elle avait déménagé dans les Landes. Bien entendu, il n'y a plus de publication de la liste Saint-Priest Bleu Marine, donc la liste du Rassemblement national, car elle n'est plus présente, elle n'est absolument plus présente aux délibérations du Conseil national. Bon, alors, ce qui veut dire quand même que le premier parti de Saint-Priest ne sera plus représenté jusqu'en mars 2020, date des nouvelles municipales. Cela ne dérange pas trop le maire, droite classique, affilié LR, M. Gascon. Cela l'arrange peut-être même de ne plus avoir d'opposition à sa droite. Mais il faut savoir également que la personne qui c'est son choix, a souhaité changer de région, est également élue et rémunérée à la région Auvergne-Rhône-Alpes. Elle fait partie des 204 élus de cette assemblée. On m'a assuré que tous les 2 mois, elle participait quelques jours aux sessions et repartait ensuite à son nouveau domicile dans les Landes. Je ne peux pas vous dire si ces frais sont remboursés par la région, mais enfin, cette situation va durer jusqu'en 2021. Donc, faire campagne, et ça, c'est valable pour tous les partis. Là, j'ai un exemple qui se présente à moi, mais voilà. Faire campagne, draguer les électeurs, se faire élire et abandonner à mi-mandat, mais sans démissionner de son poste. Comment peut-on défendre les électeurs de sa région si à 90% de son temps, on vit ailleurs? Moi, personnellement, je suis peut-être naïf, mais j'ai une autre conception de l'action politique. On n'est pas obligé éventuellement de vivre vraiment sur la commune, mais au moins quand même aux alentours. S'il y a un domaine, et là on va changer de parti, s'il y a un domaine où tous les partis politiques adoptent les mêmes pratiques, ce sont bien les campagnes électorales. Ceux qui en ont fait, d'une façon ou d'une autre, ceux qui ont participé à un scrutin local ou à des élections nationales, savent qu'on croise souvent des collaborateurs d'élus. Fini le temps où ils pouvaient déserter en toute impunité leur travail pour se mettre au service d'un candidat, tout en continuant à être payés par une collectivité ou une municipalité, par exemple. Maintenant, il faut sauver les apparences, donc on pose des jours de congé, des RTT, voilà. Mais c'est ce qu'on a assisté, justement, toujours à l'Assemblée Auvergne-Rhône-Alpes, du côté de La République En Marche, où une dame, Justine Créter, s'est parue dans le magazine Lyon Mag, a épuisé ses droits de congés payés. Elle s'est mise en arrêt maladie pour animer localement la campagne de la candidate macroniste Véronique Triet-Lenoir, qui a été élue au Parlement européen. Elle nous dit avoir pris ses vacances pendant cette période, mais le problème, c'est que tous ses droits au congé payés ont vite été épuisés, et elle aurait pu demander un congé sans solde, mais elle l'a expliqué à certains de ses collègues, elle a préféré la solution du congé maladie, qui lui a effectivement permis de continuer à percevoir son salaire pendant toute la période qu'elle a consacrée à la campagne européenne. Donc, on s'arrange. Maintenant, je reviens, c'est tout récent, donc je l'ai rajouté, la Fédération du Rhône du Rassemblement national. Encore une fois, ce n'est pas une attaque, mais c'est l'actualité, ça s'est fait il y a 2-3 jours. Il y avait une secrétaire départementale qui s'appelle Muriel Kouatibi,
qui s'est vu proposer la 41e place sur la liste aux élections européennes, ce qui ne lui donnait aucune chance d'être élu. Donc ça lui semblait inacceptable, insupportable. Donc Muriel Kouatibi, qui est quand même déjà depuis quelques années dans ce parti, a averti Marine Le Pen et a refusé d'être sur la liste. Elle ne voulait pas faire de la figuration, dont acte. Mais quelques semaines après, Marine Le Pen, qui considère que c'est le parti qui dirige les élus et non l'inverse, devant cette offense, a pris la décision de virer Muriel Kouatibi du secrétariat fédéral du département du Rhône. Alors on vous a sorti une version, ça j'ai des sources, par d'ex-gens du Front National, du Rassemblement National. Il y a dans la presse, on vous dit qu'il y a une rotation tous les 5 ans. Mais comme me dit ce collègue bien informé, c'est calembredène et faribole. C'est du pipeau. Elle s'est fait virer parce qu'elle n'a pas obéi le petit doigt sur la couture du pantalon. Donc il y a eu nomination au 1er juillet d'un nouveau secrétaire de fédération, M. Antoine Méliès. Voilà, c'est ça la politique. Hein. Vous voyez apparaître des gens qui vous paraissent super, sympas, et d'autres apparaissent à leur place. Et vous demandez pourquoi, mais parfois, faut faire de la lèche. Hein. Ouais, faut faire de la lèche tout en haut à Paris, et puis si à un moment vous dites non, eh ben, vous êtes viré. Alors, on m'a également signalé une anecdote, mais pour vous dire quand même, pour les municipales de 2014, un candidat s'était fait avancer de l'argent par un vieux militant de longue date, quelqu'un de très convaincu, et c'était en attendant le remboursement des frais de campagne. Effectivement, l'État vous rembourse, mais un an après, donc vous avez besoin d'engager de l'argent pour financer vos affiches, vos tracts. Donc ce monsieur, il a prêté. Mais quelques années après, il n'est toujours pas remboursé. Et le politique incriminé argumente que pour lui, il s'agissait d'un don et non d'un prêt. Donc, il ne rembourse pas. Donc, méfiez-vous, soyez prudents. Il y a des gens sincères partout, dans tous les partis. Il y a aussi des arrivistes dans chaque parti. Mais j'ai commencé à parler du Rassemblement national à cause du cas de l'élu au Rassemblement national du Saint-Priest qui a déménagé, pour l'exemple. Mais cela se produit dans plusieurs partis. Comment dire ? Ils prennent la mauvaise habitude de se sentir propriétaires de leur mandat d'élu. C'est acquis, c'est un droit. Je suis élu pour 5 ans, c'est bon, hein, ça tombe tous les mois, boum, 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 boum. Hein. D'ailleurs, rappelez-vous les différents cas des attachés parlementaires, Rassemblement national, Modem et d'autres partis qui ne travaillaient pas à Bruxelles, mais au siège de leurs partis respectifs. Donc, la politique vraiment est un long chemin, parsemé d'embûches, et certains élus, une fois arrivés au poste convoité, oublient leurs bonnes résolutions et copient les mauvaises habitudes de ceux qui les critiquaient allègrement quelques mois et quelques années auparavant. Il est vrai que le choix d'une personne honnête et sincère, voire désintéressée, est très difficile. Moi, je vous ai révélé les dessous des cartes. Ne soyez pas naïfs, mais gardez espoir. Quant à moi, je pense que mes oreilles vont siffler et que cette vidéo va déplaire fortement à beaucoup de gens. Mais comprenez, de plus en plus, encore ce matin, des personnes devant moi se plaignaient de la classe politique et se désintéressent de la chose publique. Si on n'y prend pas garde, je veux dire, Macron restera éternellement. Macron, son remplaçant, l'oligarchie. Si il n'y a pas plusieurs partis qui inspirent quand même, qui inspirent confiance, qui respirent l'honnêteté, qu'ils soient exemplaires, et là peut-être certains retourneront aux urnes pour voter. Voilà, donc il faut absolument que les partis d'opposition, ceux que j'ai cités ou d'autres, soient le plus clair possible, le plus pédagogue, pour que les gens adhèrent, donc financent ce parti, militent, tractent,
fasse de l'affichage et qu'enfin on puisse inverser la vapeur et repartir sur une politique plus souveraine, plus indépendante, tout à l'opposé de la direction qui est prise actuellement par la nouvelle direction à Bruxelles. Voilà. Bien, écoutez, je vais voir. Je m'attends peut-être à quelques menaces. Il ne fait pas bon d'avoir la langue bien pendue. Mais bon, quand les choses se présentent à vous, soit vous vous taisez, soit vous dites je révèle simplement des faits de fonctionnement. La personne n'est peut-être pas en contradiction avec la loi, elle a déménagé, elle vient s'acquitter de son mandat 3 jours tous les 2 mois ou 4 jours. Donc il n'y a rien de répréhensible. Mais sur l'éthique, comment dire aux gens votez pour moi pendant des semaines et des semaines de campagne, et au bout de 2 ans, vous êtes bien installé dans votre bureau climatisé, et vous dites je déménage, et puis je vais venir tous les 2 mois, peut-être même aux frais de la princesse, avec des indemnités kilométriques. Et voilà, à un moment, il faut laisser la place à ceux qui sont vraiment enragés. On peut comprendre qu'au bout de 20 ans de fonctionnement politique, on puisse avoir certaines lassitudes et qu'on aspire à autre chose, qu'on soit un peu dégoûté, las. C'est humain. Et je ne jette pas la pierre, hein, entendez bien. Mais simplement, pour moi, c'est inadmissible que pendant encore 2 ans, voilà. Si ça ne vous intéresse pas, si ça ne vous intéresse plus, on démissionne de son mandat et on fait monter quelqu'un qui était derrière vous dans la liste qui prend votre place. C'est comme ça que je le ressens. Bon, eh ben j'attends vos commentaires. Hein. Vos commentaires et celui d'autres personnes qui vont peut-être... Allô, oui, qu'est-ce que tu t'es raconté? Bon, allez, je vous laisse. Nous sommes jeudi soir. À très bientôt. Il y aura beaucoup de choses à dire concernant l'Europe, le nouveau bureau de l'Europe, etc. Madame Lagarde. Et sa copine allemande, là. La plus détestée des ministres allemands, ils l'ont casée à Bruxelles pour s'en débarrasser. Bien, elle parle français, bon, c'est déjà ça, mais bon. On y reviendra, d'accord? Allez, je vous remercie. Merci de m'avoir reçu chez vous. Merci de m'avoir accordé cette vingtaine de minutes pour écouter ce que j'avais à vous dire. Merci du plus profond du cœur. Merci beaucoup. Au revoir.